Bonjour à tous et bienvenue dans Vous êtes formidables. On a choisi de vous parler d'un drôle de sujet ce matin. On va tout vous dire, absolument tout, sur vos intestins. Oui, il paraît que c'est notre deuxième cerveau. C'est surtout la grande spécialité de notre invité. Il s'appelle Dimitri Jacques. Il est psychonutritionniste. Il est fasciné aussi bien par les mécanismes du corps humain que par ceux de l'esprit. Et avec lui, on va plonger dans nos entrailles. Bonjour Lucie. Rassurez-vous, ça fera pas mal. Parfait. Bonjour à tous. Ce matin, on accueille parmi nous une personne qui se soucie de votre santé et qui en a d'ailleurs fait son métier. Oui, il s'est auto-proclamé obsédé intestinal. Va falloir nous expliquer tout ça, cher Dimitri. Venez nous rejoindre parce que nous, on vous kiffe. Bonjour Dimitri, vous m'en voulez pas? J'ai dévoilé votre secret. Bonjour Héloïse, je suis grillée, ça y est, tout le monde est au courant. Bonjour Dimitri, alors vous êtes psychonutritionniste. En quoi consiste votre métier? Ah, ça c'est le métier des gens qui ne veulent pas choisir. En fait. La question a 1000 points. Ben oui. C'est le métier de ceux qui ont compris qu'il n'y avait pas de séparation entre le corps et l'esprit. Je dirais même corps, esprit, environnement. Vous avez une communication permanente entre notre biologie et notre esprit, en fait. Et on ne peut pas choisir, on ne peut pas dire d'un côté, vous avez les gens qui ont des problèmes qui vont chez le psy, et les gens qui ont des problèmes physiques, des symptômes physiques, et qui vont aller chez le médecin. En réalité, les deux sont importants. Moi, j'ai étudié les deux, j'ai refusé de choisir. Tant mieux pour nous. Et alors, c'est vrai qu'on veut parler d'intestin ce matin. Vous, pourquoi il vous intéresse? Pourquoi il vous fascine tant, ces intestins? Mais parce que c'est la porte d'entrée. Oui. Si vous la ratez, vous ne pouvez pas rater cette porte d'entrée, sinon ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est la frontière entre le monde extérieur, puisque tant que vous n'avez pas digéré quelque chose, ça reste un corps étranger. Donc c'est la frontière entre le monde extérieur et l'intérieur de l'organisme. Et pour rentrer, un aliment doit être démonté correctement, doit être reconnu correctement. Le système immunitaire doit pouvoir faire son travail. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est là qu'on a par exemple les fameuses intolérances alimentaires dont on va peut-être parler. Ouais. Et si vous loupez cette marche, déjà, vous risquez peut-être d'entretenir soit des allergies, soit des phénomènes inflammatoires chroniques qui peuvent précisément contribuer à des troubles chroniques. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu, depuis que j'exerce, une personne avec, que ce soit des troubles psy ou d'autres types de troubles, des personnes qui ont des pathologies importantes, chroniques, anciennes, et avec en même temps un intestin en bon état. Enfin, pourquoi, au départ, à un moment, vous vous êtes dit, tiens, je vais quand même creuser sur ce sujet-là. Vous le faites pourquoi? Parce que ça fait quoi? Une vingtaine d'années qu'on commence à s'y intéresser? Ou est-ce que c'est quelque chose que, je ne sais pas, depuis l'enfance, vous vous êtes dit... Il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, ou autour de vous, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien? Non, je ne sais pas. Encore une fois, les deux. Ouais, okay. Encore une fois, les deux. Je suis, issu d'une famille où les intestins sont fragiles. Moi-même, j'ai des intestins fragiles. J'ai dû apprendre à m'en occuper correctement. D'accord. Et en faisant mes études de biologie, de nutrition, etc., j'ai vu que pleuvaient sans arrêt les études, les articles scientifiques, les publications sur... Pas uniquement l'axe intestin-cerveau, parce qu'on en parle beaucoup, l'intestin, deuxième cerveau, mais encore une fois, c'est pas que ça. C'est le socle de notre santé. L'intestin est rempli de milliards et de milliards de bactéries. En réalité, on compte 100 fois plus de bactéries dans notre intestin que nous avons de cellules dans le corps humain. Vous imaginez un peu, ça fait à peu près le nombre d'étoiles dans la galaxie. Mais comment se fait-il qu'on ne soit absolument pas conscient de ça? Ou en tout cas, que ce ne soit pas quelque chose... Enfin, moi personnellement, mon intestin, je n'y réfléchis pas trop, quoi. Alors, on n'y réfléchit pas trop au quotidien, effectivement. Mais je veux dire, il y a eu depuis une vingtaine d'années un certain nombre de publications qui ont été portées au grand public, qui ont été portés dans la grande presse également. Un certain nombre de livres, dont le charme discret de l'intestin de Julie Anders, qui a fait un carton. Voilà. J'ai l'impression que la révélation, elle date un peu de ce moment-là. C'est le moment où les gens se sont dit, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. En tout cas, le grand public s'est dit, il y a peut-être un truc à aller voir. Là, il y a eu un basculement, en tout cas une avancée supplémentaire. Ouais. Et alors du coup, comment on en prend soin de son intestin? C'est quoi bien déjà. Oui, d'accord. Puisqu'on nourrit
on entretient les bactéries que l'on nourrit. D'accord. Donc là, c'est pas très compliqué. C'est un petit peu binaire ce que je vais dire. La réalité est un petit peu plus simple. Là, on va faire simple. Ouais. Sinon, je peux vous parler du microbiote toute la journée. Il est clair que si vous avez une alimentation méditerranéenne, par exemple, avec du poisson, des légumes, des céréales non raffinées, etc., un petit peu d'huile d'olive, etc., et si vous allez vers le fast-food, vous n'allez pas entretenir le même microbiote et vous n'aurez pas le même potentiel santé. Mais alors, comment on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon ? On vient vous voir, mais d'accord. Alors, ouais, mais malheureusement, très souvent, beaucoup de gens, alors que normalement, on devrait venir faire de la prévention, à la limite, on fait la révision de sa voiture tous les ans. Hein. On devrait ne pas attendre d'avoir des problèmes intestinaux ou autres pour venir. Mais malheureusement, il se trouve que les gens viennent nous voir. Eh bien, quand ça ne va pas forcément très très bien... Quel élément déclencheur, par exemple, fait que les personnes viennent vous voir ? Je ne vais pas vous le mentir, la plupart du temps, c'est quand même des troubles intestinaux directs. Hein. C'est des gens qui vont être en douleur, en inflammation intestinale, en diarrhée, en constipation, en altérance des deux. Je suis désolé, c'est pas très glamour pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Ça va, on connaît tous. Voilà. Mais attention, c'est trompeur. Vous pouvez très bien avoir aucun symptôme intestinaux et pourtant... cet intestin peut être dysfonctionnel. Et chez ces gens-là, quand vous soignez l'intestin, eh bien, le mal pour lequel ils sont venus, la pathologie pour laquelle ils sont venus, va s'améliorer également. Comme quoi, il y avait probablement un lien causal. Alors, il y a ce livre, vous écrivez beaucoup sur les intestins. En l'occurrence, ça, c'est le dernier, ça s'appelle « Parle à mon ventre, ma tête est malade ». C'est un livre que vous avez écrit à 4 mains avec Maud Gabriel, qui, alors, elle, n'avait pas de pathologie, en tout cas pas de souffrance physique. C'était plutôt dans sa tête que ça allait pas très fort. Et elle vous a dit... je pense qu'il y a quelque chose au niveau de mon microbiote, ou en tout cas de mes intestins. Et vous lui avez dit, mais il y a certainement une explication à tes troubles dans ta tête qui s'explique par ce qui se passe dans ton ventre. Oui, tout à fait. Alors, je ne dis pas qu'elle n'avait pas de troubles physiques, hein, parce qu'elle souffrait. Elle aussi, d'ailleurs, on a un petit point commun. Elle est issue d'une famille où les intestins sont fragiles. Mais encore plus que chez nous, j'ai cru comprendre. Okay. Donc, effectivement, elle souffrait d'anorexie mentale, qui est un trouble psychiatrique, et également d'une dépression de plus en plus grave. D'accord. Mais en réalité, quand elle refait un petit peu son histoire... elle sait qu'elle a toujours eu des intestins fragiles. On mettait ça elle mettait ça justement sur le fait d'avoir un héritage familial. Il dit, voilà, dans la famille, on est fragile des intestins. C'est comme ça, on va devoir composer avec. Mais en réalité, elle ignorait à l'époque, mais elle l'a découvert après, qu'il y avait un lien causal. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'avéré. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des troubles psychiques qui sont liés à des problèmes physiologiques, en fait, à un problème c'est complètement avéré. En fait, histoire de bien comprendre qui c'est qui commande dans l'histoire, qui c'est quel patron, vous avez 20% de fibres afférentes, c'est-à-dire efférentes, qui descendent du cerveau vers l'intestin. D'accord. Mais en revanche, vous avez 80% de fibres qui vont de l'intestin vers le cerveau. D'accord. Donc, qui c'est qui commande ? Vous voyez, il y a énormément de signaux nerveux qui partent de l'écosystème intestinal vers le cerveau. Je préfère parler d'écosystème intestinal, parce qu'en réalité, vous avez différents microbes, il n'y a même pas que des bactéries, hein, vous avez aussi des champignons, des virus, etc. Mais vous avez les cellules de l'intestin, dont certaines cellules sont spécialisées. C'est fascinant. J'imagine que c'est encore en cours de découverte. Tout ça n'arrête pas. Ouais. Ça n'arrête pas. Sincèrement, on était très heureux de découvrir... la plupart des grandes découvertes se sont faites il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000. Dans les années 90, c'était un petit peu balbutiant, mais vous en aviez. Il y a une vingtaine d'années, on est rentré dans la cour des grands. Là, il s'est passé quelque chose. Et au fil des années, on découvre de plus en plus. Là, je suis heureux de vous donner des informations aujourd'hui, mais qui seront peut-être dans une vingtaine ou une trentaine d'années jugées un petit peu obsolètes, un petit peu candides, un petit peu plus simples. Parce qu'on aurait évolué beaucoup plus vite sur ce sujet-là. En tout cas, c'est assez fascinant. On va continuer d'en parler avec vous dans un petit instant. On accueille tout de suite notre double kiff du jour. Sabrina, bienvenue parmi nous. Vous êtes coach spécialiste des troubles alimentaires. Est-ce que le lien entre vous deux, c'est ça ?
Au départ, oui, je pense qu'on s'est connus à l'époque. On était tous les deux présidents d'associations. On a fait de l'associatif. Okay. Ça a été le point de départ de beaucoup de choses, puisqu'après, il y a eu les projets d'écriture et puis ensuite la professionnalisation de mon côté. Et donc, voilà, Dimitri est quelqu'un qui me connaît depuis maintenant de longues années et auprès de qui j'ai acquis aussi certaines bases sur tout ce qu'il vient de vous expliquer. Oui, mais j'imagine qu'il a beaucoup de choses à partager, à transmettre. Il se nourrit énormément de toutes ces informations-là. Vous, dans votre vie, les troubles alimentaires, ils ont fait irruption comment, en fait? Ça a démarré j'étais en fin de première, début de terminale, exactement au mois d'avril 1998. D'accord. L'année de la Coupe du Monde. Ouais. J'étais en stage au mois d'avril, en stage d'athlétisme à Constance, en Allemagne. Donc, j'avais été finaliste au championnat de France d'athlétisme l'année d'avant, en première année cadette. Et suite à quelques réflexions, puis à 15-16 ans, on s'arrondit un petit peu. Et donc, une réflexion de mon entraîneur et d'une très bonne amie de lycée ont fait que j'ai commencé à avoir des préoccupations corporelles autour de mon corps et que j'ai commencé un régime qui m'a entraînée dans cette spirale. D'accord. Spirale de l'anorexie? Alors, anorexie restrictive, au départ, pendant 2 ans et demi. Et comme beaucoup d'anorexiques, j'ai basculé ensuite dans l'anorexie dite boulimie, donc avec crise de boulimie, vomissement. D'accord. Vous en êtes où, justement, de tout ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous accompagnez des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Ça veut dire que vous avez fait un bout de chemin? J'ai fait un sacré bout de chemin. J'ai quand même 15 ans dans les troubles avec une prise en charge... si ce n'est inexistante, en tout cas très chaotique. J'ai connu un peu tout ce qui se faisait en termes de prise en charge au niveau des troubles alimentaires. Et puis, je sors d'une hospitalisation très marquante à l'âge de 25 ans où j'ai été internée pendant 1 an, où j'ai témoigné sur cette hospitalisation qui a laissé des traces. Pour le coup, j'ai mis 6 ans à refaire confiance au corps médical. Et puis ensuite, j'ai eu cette démarche effectivement de coming out et de témoignage, me dire je voulais faire quelque chose de ce vécu, le rendre utile à d'autres. Et donc ça a démarré, je n'étais pas complètement guérie, mais déjà avancée sur mon chemin de rétablissement, où là je me suis retrouvée à la tête d'une association, à co-animer des groupes de parole, à faire des actions de sensibilisation, des rencontres pour sensibiliser le grand public, etc. Que j'ai aussi co-construit avec des professionnels, donc j'ai commencé à nourrir toute une sorte de savoir grâce à ça. D'accord. En parallèle, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai franchi les portes de psychologues libéraux, j'ai fait plusieurs psychothérapies, une analyse. Et donc là, j'ai pu me guérir complètement. Et si aujourd'hui, tout le monde ne s'entend pas sur qu'est-ce que c'est que la guérison des troubles alimentaires, et beaucoup ne s'accordent pas le droit de se dire guéri, puisqu'on craint tellement la rechute, on ne sait jamais à quel point finalement... En fait, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si demain je perds, je ne me le souhaite pas, mais quelqu'un de proche ou... Oui, il peut y avoir des traumatismes dans votre vie qui enclenchent certains processus. Voilà, ça peut être en tout cas une sorte de talon d'Achille. Certaines parlent de... Voilà, en tout cas, on a un terrain qu'on connaît. Mais moi, je parle de guérison et j'ai pu le dire droit dans les yeux de mon papa. Papa, je suis guérie, alors qu'il avait signé ce qu'on appelait à l'époque l'HDT, l'hospitalisation sur demande d'un tiers, et que... Je lui en avais beaucoup voulu pour ça. Et je me suis autorisée le terme de guéri, puisque je pense qu'un cadeau que la maladie m'a fait, c'est une très bonne connaissance de moi-même, et qu'aujourd'hui, je peux, comme en 2020, à l'issue du premier confinement, j'ai rencontré une très grosse vague émotionnelle qui fait que tout était un peu réuni pour que je rechute, et que finalement des warnings se sont allumés, et que voilà, je sais qu'aujourd'hui, pour rien au monde, je ne retomberai dans cet enfer. Et à quel moment vous vous êtes dit, cette expérience-là, qui a été douloureuse, qui a été la mienne, mais ce cheminement-là et cette guérison vers laquelle j'ai le sentiment d'être allée, je vais m'en servir pour les autres? Ça s'est fait un peu... je vous dis, c'est vers l'âge de 30 ans. J'allais vraiment mieux, mais je n'étais pas complètement sortie des troubles. Et là, je me suis dit... C'est le moment. J'avais, en 2006, échangé avec celui que j'appelle dans mon premier ouvrage mon ange infirmier, qui m'a dit, il m'a vu avec ma sonde nasogastrique à 27-28 kilos. Il m'a dit, si vous vous en sortez, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, je veux être utile. Donc, j'avais évoqué l'idée de créer un site internet, peut-être d'écrire. Il avait eu un petit sourire. Et à 30 ans, j'ai dit, ça y est,
voilà, faut que je fasse ça. Donc, je suis partie en rupture conventionnelle. C'était un sacré pari, parce que j'étais quand même en CDI, en rupture conventionnelle. Je me lance dans l'associatif, ouais. Et puis, en fait, ça a été le début d'une aventure, puisque très vite, j'ai commencé à me former. J'ai passé un DU auprès du CCOMS, qui est le centre organisateur pour l'Organisation mondiale de la santé de Lille. Où j'ai, en fait, en passant ce DU santé mentale de la communauté, j'ai entendu parler de pérédance, de rétablissement, d'empowerment. Alors, dans le jargon de la santé mentale, c'est la reprise du pouvoir d'agir. En gros, redevenir acteur de sa santé, de ses soins, de son parcours de rétablissement. Et je me suis dit, mais quoi, ce que je suis en train de vivre là, depuis 1 an, 2 ans avec mon association, tout ça, enfin, tout ce chemin que j'ai vécu dans mes tripes, ça porte un nom. Il y a des concepts derrière, ça existe. Aujourd'hui, comment vous venez en aide finalement aux personnes qui vous sollicitent? Alors moi, j'ai ouvert mon cabinet de coaching en libéral fin 2014, début 2015. C'était très balbutiant et je vous cache pas que j'ai eu une année 2015 très difficile, et pour le coup, sur un terrain fragilisé par 15 ans de troubles alimentaires, je peux dire que du surstress prolongé a fait que j'ai eu des énormes problèmes intestinaux cette année-là. Les médecins ne trouvaient effectivement pas ce que j'avais. J'ai fait la tournée des hôpitaux, je repartais avec aucune prescription. J'avais des douleurs. Au final, il s'avère que j'étais ulcérée. Ça m'a laissé tranquille, et là, ça a tendance à revenir ces derniers temps. Donc, Dimitri, il va falloir faire quelque chose. Déjà, j'ai fini de lire le livre de Maud, et effectivement, il y a des choses qui font écho dans son vécu, même si j'ai pas 25 ans de psychiatrie. J'ai connu la psychiatrisation, j'ai connu la stigmatisation en santé mentale, tout ça. Donc voilà, j'ai ouvert ce cabinet en fin 2014, début 2015, mais c'était balbutiant. Et là, on va dire, par contre, ça fait environ 2 ans que... Bon, je me suis formée en thérapie d'acceptation et d'engagement. Là, cette année, je suis un DU de méditation de pleine conscience. Donc, je continue d'enrichir et voilà. Et d'avancer là-dessus. Et juste pour finir, j'ai une activité mixte qui fait que j'ai aussi exercé le métier, ou la fonction plus exactement, de médiatrice santé-père. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez mentionné la pérédance. C'est quoi la pérédance? Finalement, vous me disiez quand on a préparé cette émission, c'est un concept qui est déjà très avancé dans d'autres pays, qui est avancé aussi en France, même si on a tendance à dire que c'est encore récent. Finalement, c'est pas si récent que ça, mais ça a commencé. On en a entendu parler au départ par surtout les patients qui connaissaient le VIH, pour qui les chercheurs, à l'époque, tout le monde pataugeait. Et les patients se sont dit, on se rassemble, on connaît des choses, on a des choses à apporter, et ils ont on va faire circuler les informations entre nous. On va co-construire et on va trouver ensemble la solution. Donc ça a été les premiers à s'empowerer, à sans capacité, enfin tous les mots qu'on peut mettre derrière. Mais en gros, la pérédance, si je dois résumer, aujourd'hui, c'est très à la mode, et c'est d'ailleurs un peu en plein essor, mais c'est tout ce qui va rassembler les patients experts, les patients partenaires, les patients ressources, les performateurs, les médiateurs santé-pairs, toute cette vague-là d'anciens patients qui se professionnalisent pour se servir de leur vécu, ce qu'on appelle leur savoir expérientiel, comme outil, finalement, d'accompagnement dans leur pratique. Pour aider les autres. Merci beaucoup, Sabrina. Je pense qu'on pourrait faire 4 émissions avec vous. J'espère que vous reviendrez nous voir. En tout cas, si on veut prendre des infos, vous contacter. Ça se passe sur corpsesameenéveil.com. Je vous remercie infiniment d'être venu partager votre expérience et de continuer cet accompagnement auprès des gens qui en ont besoin. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Comment va votre microbiote aujourd'hui? Très bien. Est-ce que le sport c'est bien aussi? Est-ce que c'est important? Ou ça n'a aucune conséquence? Au contraire, c'est indispensable. Alors attention à ce qu'on entend par sport. Il y a sport et exercice physique. Sport, ça peut être un petit peu un gros mot chez certaines personnes qui disent « Oh, j'ai pas envie de faire du sport », etc. La séance d'abdos. Mais voilà, un exercice physique suffisant et régulier, si possible quotidien et si possible avec une partie non négligeable en extérieur, va faire du bien à votre organisme, et en plus particulier ce qu'on appelle les mitochondries, c'est-à-dire nos petites usines nucléaires dans chaque cellule où vous brûlez à chaque instant des sucres, des graisses et de l'oxygène. Mais justement, l'oxygène, il faut aller le chercher. Oui, il y a tout ça. Allez, venez le chercher. C'est parti. On ira aussi le 30 avril prochain vous rencontrer peut-être au HSI pour la dédicace de votre livre.
Vous faites des conférences aussi. Toutes vos connaissances sur les intestins, sur le microbiote, tout ça, vous partagez. La connaissance est faite pour circuler. C'est de l'énergie, ça doit circuler. Donc effectivement, je fais régulièrement des conférences pour les professionnels, pour des confrères en formation continue, en formation initiale. Et pas pour les gens comme nous. Mais également des conférences. Donc, personne n'est ignorant. Je fais régulièrement des conférences à destination du grand public pour justement porter. Je pense que la connaissance de soi doit être à présent accessible au plus grand nombre. On est en 2022. Et le mode d'emploi de notre esprit, le mode d'emploi de notre organisme doit être accessible au plus grand nombre. On a un océan de connaissances à disposition. Merci beaucoup, Dimitri Jacques, d'être venu nous voir aujourd'hui. Je renvoie sur votre site internet dimitri-jacques.com. J'espère que vous avez appris plein de choses sur vous-même aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle journée.